Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 13 mars 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec la page nécrologique et c'est pour parler du décès du promoteur de la radio et télévision Amfani. Né le 2 février 1959 à Mainé-Soroa dans la région de Difa, le promoteur du groupe de presse Amfani Grema Boukar Koura est décédé le 8 mars dernier à Tunis. Et c'est ce dimanche 13 mars qu'il a été enterré au cimetière musulman de Yantala. Grema Boukar a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, ses collègues, ses amis, mais aussi ses connaissances. Nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi y étaient. Voici leur reportage. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Décédé le 8 mars dernier à Tunis, la dépouille du président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, également promoteur du groupe de presse Amfani, Grema Boukar Koura, a été accompagné à sa dernière demeure par une marée humaine. Parents, amis et connaissances du défunt étaient tous présents à l'enterrement de ce digne fils de l'Est. Plusieurs personnes ont bénéficié de la formation de ces journalistes hors pair, à l'image de l'ancien ministre de la Communication, Yaouza Sadissou. Le défunt Grema Boukar représente tout pour moi. Je l'ai dit chez lui quand je suis allé pour les condoléances. J'ai écrit dans le livre d'or que je reste éternellement reconnaissant pour sa contribution dans ma vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, Grema Boukar a grandement contribué. Je voudrais simplement formuler des prières pour que Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Pour que la contribution de Grema dans le cadre de l'enracinement de la démocratie dans notre pays, pour que sa contribution dans le cadre du raffermissement de la liberté d'expression, de la liberté de presse, reste définitive, que cette contribution soit pérenne. Grema a joué un rôle extrêmement important. Et c'est pourquoi la disparition de Grema est une perte énorme pour le Niger, pour l'espace médiatique national et même international. Fidèle croyant, Feu Grema Boukar dispose d'un grand cœur, ce qui traduit son humanisme. Son départ est une grande perte pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Il est notre socle de la famille. En tout cas, c'est un pilier de la famille. Que vous soyez à cadre A1, que vous soyez quoi, il a toujours contribué pour que ça soit ainsi. Et sa maison, actuellement, Amfani Niamey, Amfani Zender, c'est considéré comme l'ambassade même de l'Est. Amfani Zender, comme ambassade. Je vous donne une histoire. On était en vacances avec lui à la radio Amfani de Difa. Une année, je ne me rappelle pas exactement l'année. Il y avait des Tchadiens qui ont entendu « Ah, Alaji Grema Boukar est là, on va aller le saluer. » Où est-ce qu'il est? J'ai dit « Le voilà. » Je dis « Là, on ne le connaît pas. » Mais heureusement, chaque fois, on passe chez lui. On passe les nuits, le nombre de nuits qu'on veut, on fait tout. Et on fait nos affaires et on retourne. Vraiment, on le remercie. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous aussi, en tant que ces amis de la presse, du social, il n'y a pas un événement social, heureux ou malheureux, qui ne passe pas. C'est difficile. Ça, je vous l'ai dit, c'est une grande perte pour nous, pour toute la famille et même pour vous. C'est quelqu'un qui a fait des efforts dans le domaine où Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, l'a investi, le domaine des médias. Et c'est un témoignage reconnu qu'il a donné du temps de créneaux pour prêcher en langue, pour sensibiliser en plusieurs langues la population, que ce soit dans le domaine religieux et autres. Mais c'est quelqu'un aussi qui s'est investi dans le social. Il est avec tout le monde, avec les faibles et les nécessités, ça tout le long de la journée. C'est de cette façon qu'il a mené sa vie. Ce que nous souhaitons, que Allah nous aide, nous les survivants,
et qu'on prenne conscience que chacun dans le domaine de sa vie, dans ce qu'il gagne, dans ce qu'il fait, d'aider la religion et d'aider les faibles. Et nous prions Allah de lui pardonner toutes ses erreurs. C'est le cimetière musulman de Yantala qui repose désormais le défunt, qui laisse derrière lui 2 veuves et 6 enfants. Mais au-delà de l'immense tristesse pour ses proches, il laisse également un vide dans le cœur du monde des médias nigériens. Repose en paix, Gréma Bokar. Amin Ismaila Moumouni. Opération de salubrité ce dimanche matin au boulevard de la Nation, au Bosquet de la Nation, juste en face de la mairie garage, précisément sur le tronçon allant du rond-point mairie garage au rond-point Barré, une initiative de l'Organisation pour l'environnement et le développement durable prévue pour se tenir chaque dimanche. Elle rentre dans le cadre de la réalisation du projet Pacte citoyen qui consiste à œuvrer pour un environnement propre et sain. Reportage Hamza Sakou, Nasser Sedou. Ce sont là des cadres de l'environnement, des artistes, des scolaires et des responsables municipaux réunis autour de l'Organisation pour l'environnement et le développement durable dans le cadre du projet Pacte citoyen pour une séance de salubrité. Cette activité a suivi l'itinéraire du rond-point mairie garage jusqu'à celui de Barré en passant par le Bosquet de la Nation et ses alentours. Nous sommes là en tant qu'organisation pour l'environnement et le développement durable, une ONG dont les objectifs sont surtout axés dans les questions environnementales et également dans l'amélioration du cadre de vie. Donc si vous vous rappelez, le 10 février dernier, l'ONG, dans le cadre de ses activités, avait retenu une activité particulière, ce qu'on appelle « Adopte une rue ». Et c'est ainsi qu'en collaboration avec la Direction générale de l'environnement, avec la commune 2, la commune 3, donc l'ONG OEDD, nous avons la coopération luxembourgeoise qui a donc soutenu cette activité. Nous avons donc inauguré, adopté la rue de la Zawak, sur laquelle nous sommes là, qui va du rond-point garage mairie au rond-point Barré. Et l'objectif est de faire en sorte que tous les riverains de ce boulevard, de cette avenue, appelée avenue de la Zawak, puissent s'impliquer dans la gestion de la propriété donc de cette avenue. Occasion pour l'ambassadrice du projet Adapte une rue de réitérer son engagement pour un environnement sain. Je suis honorée aujourd'hui d'être ambassadrice de ce projet et je m'engage aussi aux côtés de toutes ces personnes ici présentes à faire de mon mieux le maximum pour que nos rues soient propres. Et j'exhorte aussi toute la population à sortir afin de garantir une bonne hygiène. Pour leur part, les premiers responsables de Niamey 2 et 3 ont salué cette initiative dont leurs entités sont bénéficiaires. Cette action de salubrité, faudra-t-il le dire, rentre aussi dans la droite ligne, n'est-ce pas, des activités régaliennes de la ville de Niamey qui consistent à faire de Niamey une ville propre. À cet effet, nous avons plusieurs partenaires, en plus de l'OEDD. Penser à une salubrité par rapport à une rue qui a été domptée, c'est respecter ses engagements. Nous avons pris un engagement et ce que nous sommes en train de faire, c'est le lieu de remercier le président de l'Organisation de l'environnement durable et par rapport à ses efforts. L'Organisation pour l'environnement et le développement durable passe ainsi la main à toute la population afin de s'impliquer sans relâche pour l'accomplissement de ce projet, gage d'un épanouissement humain. Réunion communautaire cet après-midi entre le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE et la population du quartier Kwarategi de Niamey. Une rencontre qui vise à partager avec cette communauté les recommandations faites à l'endroit de l'État du Niger dans le cadre de l'examen périodique universel EPU. C'était donc dans les locaux du centre de jeunes à Kwarategi de Niamey. Le résumé avec Bokar Ibrahim et Ibrahim Abdou.
La présente assise est une réunion dite communautaire entreprise par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et la démocratie CODE. La rencontre vise à faire connaître aux couches sociales, surtout vulnérables, les recommandations formulées à l'État du Niger lors de son 3e passage devant le Conseil des droits de l'homme à la 48e session de l'examen périodique et universel EPU. Une occasion saisie par le coordinateur du dit collectif pour expliquer les principes fondateurs de recommandations et les objectifs poursuivis à travers le processus de vulgarisation. Nous sommes aujourd'hui à Kouartegui parce que nous avons voulu au niveau du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, se rapprocher plus de communautés au niveau terrain afin de parler des mécanismes. Et ce mécanisme, c'est quoi? C'est l'examen périodique universel qui est un organe de la charte. Vous savez, au niveau des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle les organes des traités et des organes de la charte. L'examen périodique universel est un organe de la charte qui consiste à ce que chaque 4 ans et demi, tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies puissent effectivement présenter un rapport devant le Comité des droits de l'homme et également avec un plaidoyer des organisations de la société civile qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre de l'examen périodique universel afin que des recommandations soient faites aux États. À l'issue donc de la rencontre, les attentes du collectif à l'endroit de la population sont multiples et multiformes. Notre première attente, c'est que ces populations puissent comprendre le processus de l'examen périodique universel. Ça, c'est la première attente. L'autre attente, de pouvoir comprendre c'est quoi une recommandation. Et la troisième, comment se fait le suivi de ces recommandations. Et voir une quatrième attente, est-ce qu'eux peuvent effectivement participer dans le processus. Plusieurs échanges ont caractérisé cette rencontre avec la population de Kouartegui de Niamey, à l'attention de qui ce tout premier processus de vulgarisation a été initié. Et il est donc à rappeler que sur les plus de 250 recommandations formulées, pas moins de 240 ont favorablement reçu l'aval de l'État du Niger. Merci Bokara Ibrahima. Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Madame Godje Maimouna Gazibo. Elle est la présidente de Chronique Juridique. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, aujourd'hui, on va revenir sur la journée du 8 mars, la journée donc internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars. Et pour commencer, et pourquoi cette journée, madame? Merci et bonsoir téléspectateurs de la télévision La Bari. Et merci pour l'opportunité que vous donnez à Chronique Juridique de pouvoir un peu parler de la journée internationale des droits consacrée aux droits de la femme et de ses actions. En fait, la journée internationale des droits de la femme, initialement, c'était le comité de l'International Socialist Party américain qui a créé le mouvement en faveur du droit au vote pour tous en 1910. Et le comité a créé le mouvement pour réclamer que toutes les femmes puissent aller au suffrage universel direct. Aujourd'hui, on peut dire que ça a impacté puisque essentiellement dans la plupart des pays, les femmes votent. Maintenant, les Nations Unies ont décidé d'institutionnaliser ça et maintenant c'est devenu Journée internationale des droits de la femme. Non seulement à l'occasion de cette journée, chaque année les Nations Unies choisissent un thème, mais le thème ça peut être le leadership féminin, ça peut être la promotion de la femme, ça peut être des droits spécifiques. Voilà d'où l'origine de la Journée internationale des droits de l'homme. C'est vraiment parti du Parti socialiste américain, les femmes du comité. Oui, donc revenons ici chez nous au Niger. Qu'est-ce que cette journée a apporté de plus dans la vie active des femmes? Dans la vie des femmes aujourd'hui, pendant longtemps, d'abord la journée internationale des droits de la femme n'était pas spécialement célébrée au Niger. On se rappelle juste quand la journée vient, on annonce à la télé que c'est la journée internationale des droits de la femme. Mais depuis quelques années, c'est devenu une journée où les associations et les ONG se mobilisent pour mettre les questions liées aux droits de la femme sur la table. Par exemple, au niveau de Chronique Juridique, rien que pour la journée internationale des droits de la femme 2021, en partenariat avec tous les médias nigériens qui nous ont permis d'animer des panels. On a abordé les questions
de la répudiation, qui est une atteinte aux droits de la femme dans sa procédure actuelle, le divorce, la garde d'enfants, les harcèlements sexuels, c'est des sujets qu'on aborde et les situations découvrent les procédures judiciaires, découvrent comment je peux saisir le juge dans telle situation, à qui parler. C'est aussi, et nous on rompt avec la tradition qui consiste à dire que la femme africaine souffre, elle est vulnérable, elle est battue, elle est victime d'inégalités. Non. Nous disons que les journées internationales des droits de la femme, c'est aussi l'opportunité de mettre sous lumière les femmes qui réussissent. Parce que ce ne sont pas toutes les femmes nigériennes qui sont battues. Ce ne sont pas toutes les femmes nigériennes qui sont vulnérables. Et on ne doit pas avoir honte parce qu'on a réussi. On ne doit pas avoir honte parce que nos parents nous ont inscrits à l'école. De la manière dont on voudrait qu'on aborde la thématique de la Journée internationale de la femme, c'est comme si dire qu'une femme qui est épanouie et heureuse ne devrait pas prendre le micro pour parler. C'est comme si c'est une honte que d'avoir eu la chance d'être allée à l'école. Nous disons non, on est dans une société où certes, il y a des femmes qui silencieusement souffrent, il y a des inégalités, mais à côté, il y a des familles qui ont éduqué bien leurs enfants et qui sont pleinement épanouies. Il y a des couples heureux au Niger et c'est pour ça que nous choisissons par exemple cette année de voir la Journée internationale des droits de la femme sous l'angle de la contribution de la femme. La femme, elle contribue sur tous les plans et c'est pour ça que de la même manière, l'année passée, nous avons abordé les sujets tabous qui empêchent l'effectivité de l'accès aux droits de la femme, que sont répudiation, harcèlement, c'est des sujets qui existent, qui sont tabous, on n'en parle pas. Nous, on les a abordés l'année passée. Et cette année, on a dit on va aborder une autre thématique en lien avec la contribution et les forces de la femme. Mais nous allons aussi aborder un autre sujet qui est tabou. Aujourd'hui, de l'actualité politique, on parle beaucoup de terrorisme, on parle des zones d'insécurité, des morts, de ce qui se passe. Mais il y a du viol, il y a du harcèlement dans les zones d'insécurité et on n'en parle pas. Et c'est pour ça que Chronique Juridique a décidé, tout en invitant des parlementaires, des spécialistes du droit, sociologues, autour d'une table ronde sur la contribution de la femme en matière de lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui, vous avez les femmes en tant que veuves, vous avez des femmes chercheurs, vous avez des femmes militaires qui sont sur le terrain, ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment sa contribution. Il faut qu'on parle de ses forces aussi. On ne doit pas tout le temps voir uniquement la femme sous l'angle de la violence, sous l'angle de la faiblesse, sous l'angle des larmes. Nous avons dit qu'il faut aussi valoriser le talent féminin. Et nous avons lancé un concours entre les différentes universités publiques et privées du Niger pour montrer au monde l'éloquence des femmes du Niger. Que nous avons l'excellence, elle est là. Et elles ont plaidé dans un concours de procès fictif sur le viol des femmes dans des zones d'insécurité. Donc nous reviendrons sur ce concours de plaidoirie que vous êtes en train de parler. Et revenons, le thème l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. C'est le thème sur lequel a été célébrée cette journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on est très contents. À Chronique Juridique, nous avons dévancé les Nations Unies puisque l'année passée, sur le plateau de la télévision Canal 3, c'était le sujet de Chronique Juridique. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, on demande à l'État de faire ce que les familles doivent faire. Et il faut aussi recadrer et dire aux gens, c'est quoi les notions d'égalité de chance? Quand on parle d'égalité de sexe, d'égalité de chance, on veut d'abord dire aux familles, ce n'est pas que la petite fille se transforme en homme. Quand on est femme, on est femme. Quand on est homme, on est homme. Peut-être dans l'éducation, on va amener les deux à se compléter. Mais quand vous naissez femme, vous ne pouvez pas dire que je vais être un homme. Dieu a décidé ainsi. Donc, l'égalité de sexe, ce n'est pas que les filles se transforment en hommes. L'égalité des sexes, c'est dire quand votre fille a le même potentiel, les mêmes capacités que votre petit garçon et qu'elle veut être pilote, offrez-lui l'opportunité de le devenir. L'égalité des sexes, c'est dire que si votre fille a la capacité d'être docteur, donnez-lui la chance. Ne faites pas la distinction en favorisant le petit garçon au détriment de la fille. Aujourd'hui, pratiquement toutes les familles nigériennes, vous sécurisez d'abord les garçons en disant que c'est des futurs responsables de foyer et la fille vient après. L'égalité des chances, c'est dire non. Au niveau des familles, toi, mère et père, vous n'avez pas le droit de favoriser le petit garçon. Plus tard, ce n'est pas dit qu'il va prendre sa soeur en charge quand elle aura des difficultés. Donc, il faut recadrer et puis laisser ce sujet. En tout cas, nous, au niveau de Chronique Juridique, on pense que l'homme et la femme sont complémentaires. On ne traite pas les questions d'égalité. Nous ne sommes pas égaux, nous sommes complémentaires. C'est un homme et une femme qui mettent des enfants au monde. Je pense que c'est une perte de temps que
de venir voir Nous, on n'est pas dedans. Mais par contre, nous allons nous battre pour dire aux familles que c'est aux familles de faire en sorte que les filles aillent à l'école. C'est aux familles de faire en sorte que les filles puissent exercer des hautes fonctions. Aujourd'hui, quand vous prenez dans la magistrature, les femmes ne font pas 10%. Donc, même si dans les politiques publiques, on décide de valoriser la femme, le nombre n'y est pas. Donc, nous, notre credo, c'est de dire non. Il faut aussi il faut promouvoir le potentiel, l'excellence de la femme. C'est ça le combat de chronique juridique. On passe tout notre temps à pleurer, quota, donnez-nous. Non. Travaillons, assumons-nous. Oui, donc madame, on a l'impression que toutes les activités sont focalisées pour les femmes rurales, les femmes urbaines et les femmes instruites. Et qu'en pensez-vous donc de ces femmes qui sont un peu dans les zones reculées du Niger, les femmes rurales, j'allais dire? Lorsque Chronique Juridique fait un débat sur la garde d'enfants, sur la répudiation, sur le mariage, Chronique Juridique s'adresse à toutes les couches socio-professionnelles du Niger. Les gens ont tendance à penser que quand on parle de, par exemple, violence basée sur le genre, c'est que les femmes non éduquées qui souffrent de ces problèmes-là. Non. Mais là où nous, on fait la rupture, on dit, oui, par exemple, la journée du 13 mai, principalement, c'est la journée de la femme nigérienne. Tout est axé sur les questions d'autonomisation de la femme, sur les questions de vulnérabilité. Mais ce que nous refusons d'adopter comme démarche, ça me rappelle, je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, c'est comme dans les années 80. Qu'est-ce que l'Afrique a fait? Pendant que d'autres pays exposent leur richesse, exposent leur beauté, exposent leur végétation, l'Afrique n'a exposé que les guerres tribales, la sécheresse, la famine, les enfants atteints de maladies. Et l'univers s'est dit que l'Afrique, certains ont pensé qu'on vivait sur des arbres. Pourtant, on avait du potentiel qui n'a jamais été valorisé. C'est dire que oui, mais faisons attention pour qu'en parlant des questions de la femme, que nous ne résumons pas la femme nigérienne qu'à une couche vulnérable. Toutes les femmes sont pauvres, toutes les femmes sont non instruites. Non, il faut équilibrer. De la même manière que nous sommes d'accord, il y a des femmes qui souffrent, il y a des femmes qui n'ont pas à manger, il y a des femmes qui n'ont pas l'accès à l'eau potable. Mais il y a des femmes qui ont eu la chance. Mais pourquoi elles sont chanceuses? Parce que des parents les ont inscrits à l'école. Voilà le privilège. Et c'est en mettant la lumière sur ces femmes-là, ça permet à ceux qui sont dans les villages de se dire, ah voilà, donc nous aussi, si on les inscrit, on les encourage. Ma petite fille que je suis en train de défavoriser par rapport au petit garçon, un jour, elle va ressembler à ces femmes-là qui ont réussi dans le parcours exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on dit non. Il y a des femmes qui souffrent, mais à Chronique Juridique, nous disons que nous allons valoriser aussi le talent. Il n'y a pas de honte à briller. Il n'y a pas de honte à réussir. Or, de la manière dont nous traitons la thématique, c'est comme si une femme qui réussit n'a pas le droit de parler. Pourquoi? C'est celle qui a réussi qui peut motiver celles qui n'ont pas réussi. Parlons des violences faites aux femmes, mais parlons aussi des femmes qui ont eu la chance de ne pas être victimes de violences. C'est ça notre politique à Chronique Juridique. Oui, donc, selon vous, quels sont les principaux droits des femmes que vous estimez qui sont violés ici au Niger? Il y a beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a une thématique sur laquelle je pense qu'on doit réfléchir, par exemple, c'est la problématique de la répudiation. Il y a une différence nette lorsque le couple se sépare, selon qui prend l'initiative de la rupture du lien conjugal. Si, par exemple, c'est un homme qui décide que je ne veux pas de ma femme, il peut s'asseoir dans son lit, il écrit « je l'ai répudiée » et cette répudiation, elle a une valeur juridique. Il peut simplement aller, le juge le constate sans lui poser de questions. Par contre, lorsque c'est une femme qui décide de se défaire d'un homme violent, d'un impoli, les textes, la coutume, la culture, tout dit non. Parce que comme si on infantilise la femme, on dit non, il faut d'abord que ça va être une procédure de divorce. Une femme ne peut pas répudier un homme. Maintenant, dans cette procédure, il y a des délais de conciliation. Il faut d'abord que, pendant que quand c'est l'homme, on ne demande pas au juge d'essayer de les concilier pour sauver le couple. Quand c'est la femme, on dit au juge non. Il faut d'abord les concilier. Maintenant, si vous ne réussissez pas, là, il faut trancher. Et même quand vous tranchez, vous pouvez ne pas accorder le divorce parce que vous estimez que sa demande est fantaisiste. Ça, c'est une rupture d'égalité parce que souvent, c'est vraiment et les femmes traînent. Et souvent, elles basculent dans des infractions. À Chronique Juridique, on a l'habitude de voir des femmes se déplacer de l'intérieur du pays juste pour venir demander, madame,
Je suis divorcée je suis séparée avec mon mari, j'ai la garde des enfants, j'ai quelqu'un qui va m'épouser, je suis célibataire, je suis non mariée depuis 2 ans, mais j'ai peur. Est-ce que si je me remarie, il va me prendre les enfants? Et nous, on lui dit, ce n'est pas parce que tu te remaries qu'il va te prendre les enfants. Non, la seule chose qui guide le juge dans la décision de confier la garde d'un enfant, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, les femmes sont traumatisées. J'en reçois beaucoup qui sont là. Elles refusent de se marier pour ne pas perdre la garde de leurs enfants. Ne serait-ce que ça, le fait que ce soit même envisageable, ça montre à quel point les femmes souffrent. Et ça, beaucoup de femmes intellectuelles viennent me dire, j'ai quelqu'un pour me marier, je veux bien, mais est-ce que vous pensez que le juge ne va pas me reprendre? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'accès à la justice des femmes. J'ai trouvé, la première fois que j'ai vu une femme quitter Dosso ou Maradi, venir jusqu'à Chronique Juridique, une ONG, pour juste me demander, madame, quelle est la procédure? Ça fait 1 année, 2 ans, je viens. Tu te réalises à quel point, effectivement, notre travail, il est utile. Les questions de harcèlement. Très souvent, quand je croise surtout les femmes d'un certain niveau, quand elles viennent, Madame Godje, vous êtes magistrate, vous n'allez pas me juger. Je ne veux pas porter plainte. Je sais que si je porte plainte, ça va se retourner contre moi. J'ai juste envie qu'une femme professionnelle m'écoute sans me juger. Je me soulage. Elle va garder le secret autour de mes confessions. Ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Et les procédures judiciaires. On a un numéro, mais tous les jours, on essaye, dès que la personne nous appelle, j'ai été agressée, on lui dit voilà là où il faut aller. Si c'est des questions de succession, souvent on réfère à l'association islamique. Il y a des cas où nous-mêmes, on les accompagne à l'association islamique pour leur dire voilà, l'association peut être peut permettre un dénouement plus rapide. Donc, la nuance, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la journée internationale des droits de la femme, l'accent est mis sur la... Mais à Chronique, on reçoit beaucoup d'hommes harcelés pour leur argent. On reçoit beaucoup d'hommes, les licenciements abusifs. C'est tellement de problématiques que nous traitons. Mais ça en dit long sur l'accès à la justice des citoyens. Ok, donc à chaque occasion, à chaque 8 mars, vous organisez un concours de plaidoirie et uniquement consacré aux femmes. Oh, oui. Et qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce concours? Un jeune étudiant, parce qu'en fait, c'est que le concours que nous faisons entre les universités, en réalité, ça existe un peu partout en Afrique. Le Niger, souvent, est en retard dans bien des domaines. Et dans ce domaine-là, je pense qu'il y a des pays qui sont pratiquement à leur 17e édition. Donc, on a essayé de se dire, quand vous prenez les différents concours, magistrature, je pense que le plus grand taux, c'est la deuxième promotion, ma promotion, où on était 24 admis, nous on était 5 femmes. Il y a une promotion de 42 admis où il y avait 3 femmes. Parce que les femmes ont peur de compétir. C'est leur donner le goût de la compétition, le goût de l'excellence, qu'elles s'affrontent pour apprendre à prendre la parole en public. Donc, on a un jeune étudiant qui s'appelle Nourdina Wadé, qui est le président de l'association des étudiants juristes branche du Niger, puisque c'est plusieurs m'a proposé un jour, et si on essayait nous aussi d'instituer ce concours au Niger, et on coach les filles pour montrer aux autres pays que nous aussi, nos filles excellent. On les prépare à la compétition. Et c'est parti de là qu'on a fait la première édition, on l'appelait Prix Godje Memoun Gazibo de l'excellence, de la compétitivité et de l'éloquence. On a fait une deuxième édition. L'originalité du concours, c'est qu'il n'est ouvert qu'aux étudiantes en droit. Maintenant, peu importe que ce soit les universités publiques, que ce soit les universités privées. Ça, c'est la première originalité. La deuxième originalité, c'est que nous nous sommes dit, très souvent, les femmes manquent dans le débat de haut niveau. Quand vous voyez les femmes, c'est vraiment quand c'est des débats techniques, c'est des débats de haut niveau, c'est la réflexion intellectuelle, c'est les hommes qui s'accaparent les plateaux. Que c'est aussi l'opportunité, parce que le Niger a du potentiel féminin, d'aller chercher ces femmes techniciennes en droit, qu'elles viennent évaluer et donner du courage aux jeunes filles. Et c'est pour ça que nous avons décidé que le jury devant lequel ces filles vont concourir, ça va être un jury de professionnels magistrats. Déjà, ça va les inciter. Et c'est des dames qui ont réussi, des dames accomplies qui vont évaluer des étudiantes en droit. C'est ça la seconde originalité. Et la troisième,
Ça, c'était la première édition. Nous avons voulu aller le 8 mars parce que c'était la journée internationale des droits de la femme, ce qui nous permettait d'aborder des questions de droit. Donc, finalement, on a institué ce concours de plaidoirie chaque 8 mars. Et chaque 8 mars, et il faut voir l'engouement. Cette année, nous avons départagé en phase éliminatoire 9 équipes. Nous avons tranché entre 9 équipes. Après les 9 équipes, nous avons retenu 3 équipes. Une équipe de l'Université des sciences sociales et médicales et 2 équipes de l'Université Abdou Moumouni. À la finale, Abdou Moumouni a remporté la première, deuxième place et nous avons aussi, le jury a aussi classé toutes les plaideuses pour voir quelle a été celle qui a été la plus éloquente. Et celle aussi, c'est une étudiante de l'Université Abdou Moumouni. Et c'est que je tiens à féliciter. Je tiens à féliciter les universités privées. Parce que chaque année, les universités privées concourent avec Abdou Moumouni. C'est vrai qu'en nombre, par exemple, sur les 9 équipes, les 6 équipes étaient de l'Université Abdou Moumouni. Mais ce qui est sûr, c'est que de la première édition à la dernière édition, l'Université Abdou Moumouni a toujours remporté le concours haut la main. Et c'est là, je voudrais dire à ceux qui nous regardent, j'étais dans la salle et c'était des Européens qui venaient vers moi en me disant j'ai eu des frissons. Certaines me disaient je n'ai jamais vu des femmes plaider comme ça. Pourtant nous sommes toujours contents lorsque nous voyons dans des films ou des séries des actrices sénégalaises, camerounaises exceller. On a ça chez nous. Il faut juste leur donner l'opportunité de démontrer leur expertise. Et nous, notre credo à Chronique Juridique, c'est que nous nous battons pour mettre devant la lumière les femmes, les compétences. Merci madame. Donc nous revenons avec vous, le temps d'aller à l'école primaire Nouveau Marché de Niamey qui a abrité hier le lancement d'un tournoi féminin de football. Un tournoi qui rentre dans le cadre de la commémoration toujours de la Journée internationale des droits de la femme. Ce tournoi donc a regroupé l'ensemble des écoles primaires de la capitale. Faisons le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Encourager les jeunes filles scolaires à s'adonner au football, tel est entre autres objectifs assigné à ce tournoi interscolaire initié par la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. On a choisi d'organiser ce tournoi-là dans le cadre de la journée de 8 mars, comme on est déjà toujours dans le mois de mars. Donc on a choisi d'organiser ce tournoi interscolaire qui va faire en sorte que toutes les écoles primaires de la communauté urbaine de Niamey vont s'affronter pour ce tournoi-là. Il y aura une phase, la première phase, et il y aura la dernière phase qui va se dérouler, la phase finale qui va se dérouler au niveau du stade municipal, Inch'Allah, d'ici un mois. On a fait appel au niveau de tous les inspecteurs de la communauté urbaine de Niamey, des écoles primaires, pour qu'ils puissent nous accompagner et essayer de motiver aussi les parents d'élèves aussi pour qu'ils puissent laisser leurs filles assister au tournoi qu'on va organiser au fur et à mesure pour permettre aussi à ces jeunes footballeuses de s'imposer sur le plan national, international, pourquoi pas. Une initiative qui a acquis l'approbation aussi bien des joueuses que de leurs encadreuses. On est là pour le football féminin, pour encadrer les enfants. Donc il nous faut beaucoup de patience parce que c'est la première fois. Elles n'ont jamais joué. C'est une première fois. Donc nous voulons faire le lancement pour que ces jeunes filles-là soient vraiment à la base du football pour bien jouer ce jeu-là, comme le font les hommes. Je remercie cette jouée-là. C'est bien fait. Je salue les enseignants footballeuses. Merci beaucoup pour cette jouée. C'était bien. C'était pas mal parce que j'aime le football. Le meilleur c'est de participer même si je gagne pas, de venir quand même. Si je gagne pas, ça ne fait rien. Le meilleur c'est de participer. Je suis très contente d'avoir gagné. On est tous gagnés. Je veux continuer à pratiquer le football. À noter que le lancement de ce tournoi de football féminin au niveau primaire a été rehaussé par la présence du premier responsable de la FENIFOOT, le colonel-major Jibril Hima Hamidou, qui a d'ailleurs donné le coup d'envoi. Merci Adam Soumana pour cette belle initiative de la Fédération nigérienne de football. Et nous revenons sur ce plateau pour
donc faire réagir notre invité du jour, Madame Memouna, donc Godje Memouna Gazibo, présidente de Chronique Juridique. Voilà, vous avez suivi donc un tournoi de football féminin qui a regroupé donc plusieurs joueuses des écoles primaires de la capitale. Comment vous appréciez l'initiative? Mais c'est peut-être que dans l'avenir, parce que tant que vous ne leur donnez pas l'opportunité de faire, maintenant dedans, il y en a qui ont déjà apprécié et qui vont peut-être penser à le faire. Il faut, ça c'est c'est des initiatives louables. Il ne faut pas cantonner la femme dans un rôle professionnel. Il faut lui ouvrir toutes les opportunités qu'elle voit, même en sport. Pourquoi pas? Et moi, j'aime ce genre de choses parce que dedans, la plupart des petites filles qui vont plus tard embrasser la carrière de football, c'est parce qu'elles ont eu l'opportunité d'avoir joué et d'avoir éprouvé du plaisir. Donc, ne fermons pas, ne limitons pas le champ d'action de la femme. J'étais très, très impressionnée, justement parce que j'ai été une ou deux fois invitée par le président de la fédération pour participer à des tournois féminins. Mais c'est beau à voir, ça fait plaisir. Valorisons le talent de la femme, ne la cantonnons pas dans un rôle professionnel. Ouvrons-le, c'est des opportunités. Et je ne peux que dire que je suis émerveillée de voir ça. Et surtout d'entendre qu'une petite fille, elle apprécie déjà. Donc, si on ne lui donne pas l'opportunité, elle ne pourrait même pas savoir qu'une fille peut faire ça et gagner sa vie dedans. C'est ça qui est aussi important. Oui, apparemment, il y a un problème au niveau des parents qui sont un peu réticents. Parce que peut-être on ne leur montre pas les filles qui ont réussi dedans et qui sont en train de prendre toute une communauté en charge. Je pense que pour ces métiers qu'on a catégorisés métiers masculins, il faut juste faire la promotion et prendre quelques filles qui ont réussi pour leur dire que c'est possible. C'est possible. C'est possible, Madame Godje Memouna Gazibo. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Chronique Juridique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour apporter toutes ces précisions sur notamment ce que vous êtes en train de faire pour promouvoir notamment les droits des femmes au Niger. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Et c'est pour parler du sport avec l'augmentation des participants du Jiu-Jitsu en grade supérieur avec la cérémonie d'homologation cet après-midi au palais du 29 juillet. Cette discipline qui a pour précurseur maître Madaï Boukar Ibrahim compte désormais dans ses rangs le ministre des Sports Sékou Doro Adamou, élevé au grade de la ceinture noire au titre honorifique. Des témoignages avec les temps forts avec Adam Soumana et Sadoudoumi. Cette cérémonie réunissant les pratiquants du Jiu-Jitsu de la capitale se veut celle d'homologation de grade supérieur de cette discipline d'art martial. Occasion pour faire découvrir davantage cet art aux Nigériens. Permettez-moi de vous présenter très brièvement le Jiu-Jitsu qui est une discipline martiale ancestrale qui n'a pas de fondateur propre. Ses origines remontent au VIe siècle. Et de génération en génération, des familles et des clans se succédèrent, jusqu'à la création de la première école en 1625. Étymologiquement parlé, le Jiu-Jitsu veut dire souplesse. Céder et le Jiu-Jitsu signifie art technique ou pratique. En un sens, c'est l'art de s'adapter à l'environnement dans lequel on s'y trouve. Cette discipline donna naissance à plusieurs arts martiaux pratiqués de nos jours. En définitive, c'est un art d'attaque et de défense contre un ou plusieurs adversaires armés ou non armés. Il reflète le corps à corps intégral à travers la simplicité, l'efficacité et le réalisme. La technique enseignée est facilement assimilable et rapidement applicable. Le but du Jiu-Jitsu est la prospérité et la bienveillance mutuelle entre les pratiquants et aussi entre les membres d'une communauté. L'introduction de cette discipline au Niger remonte en 1998 par un grand maître, Dr Madaï Boukar Ibrahim, qui fait d'ailleurs la fierté de cette fédération au-delà même des frontières nationales. Il est ceinture noire en judo, en aikido kikai, en goshindo, jit kundudo, self-défense combat rapproché, instructeur continental, expert pour l'Afrique subsaharienne. Il a été promu 6e dans le 6 novembre 2021 à Genève. En Suisse, le World Independent Bukikai.
Le 25 décembre 2021, il a été encore promu 6e dan par la Fédération espagnole des arts martiaux professionnels à Barcelone. Au-delà de l'avancement en grade supérieur dans la ceinture noire et la verte des pratiquants, le ministre des Sports et le président de la Fédération nigérienne du Jiu-Jitsu se sont vus élevés au grade de ceinture noire à titre honorifique et plusieurs autres personnes ayant contribué d'une manière ou d'une autre au rayonnement de cette discipline ont reçu des distinctions. Merci Adam Ousmana et félicitations donc aux heureux distingués. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.